Bon, maintenant dans ce module B, on va se concentrer sur le noyau de la conception nietzschéenne de l'être humain, le fait que l'être humain soit un artiste. Et c'est ça, on pourrait dire, qui spécifie à sa nature vitale par rapport à tous les êtres vivants. L'artiste humain. L'homme est un artiste, tous les hommes sont un artiste, d'après Nietzsche. Et les arts qu'il pratique sont en fait des facultés de sa nature elle-même. Hein? Si vous voulez, on se souvient que l'homme en tant que tel est la réunion de deux forces. Une force apollinienne et une force dionysiaque. Une puissance de vivre qu'on pourrait très bien associer au désir. Rappelons-nous le désir chez Descartes qui était l'émotion la plus profonde de l'homme qui le mène à agir. Quand on est un artiste, on fait quelque chose. Et cette pulsion-là de faire quelque chose, d'agir ou d'en ressentir, si vous voulez, la nécessité d'être emporté par le désir de faire quelque chose qui nous mène à l'action, c'est une puissance qui nous vient de Dionysos. Tandis que la manière dont on va exprimer cette puissance-là à travers les arts va être on pourrait dire, une médiation, un contrôle, un détournement de peut-être la violence vitale qui nous habite dans une manière de l'exprimer. Revenons encore là-dessus parce que c'est important. Si l'homme est un artiste, c'est parce qu'il est l'association de ces deux forces, la rencontre de ces deux forces-là. Et que dans l'histoire de l'art lui-même, dirait Nietzsche, on voit l'évolution dans l'art de la dominance ou de la faiblesse de l'une de ces deux forces-là dans l'expression artistique qui en ressort. Nietzsche voit les choses comme ça. Ouais. Dans l'être humain, il y a cette force de vie, qui, on pourrait dire, l'énergie elle-même, qui, tant qu'à elle, roule autant qu'elle avance, sans faire attention nécessairement dans sa production des formes, aux formes qu'elle détruit à son passage. C'est comme un rouleau compresseur, la force vitale, si vous voulez, ou l'énergie elle-même qui en est à la source. Quand cette énergie rencontre Apollon, la manière dont elle se manifeste va correspondre à 4 formes d'art principales. Et cet art-là, c'est justement la manière tout apollinienne d'accueillir la pulsion de vie dionysienne. Et la première forme d'art, c'est d'abord pour Nietzsche la plus fondamentale, c'est la musique. Et là, je ne parle pas d'écouter de la musique. C'est 2 choses, si vous voulez. Écouter de la musique et n'en faire. La musique, pour Nietzsche, si vous voulez, c'est d'abord la reproduction du mouvement intérieur. On pourrait dire c'est la reproduction du battement du cœur. C'est là, en premier, que la puissance de vie se fait entendre. Fondamentalement, la musique, elle peut prendre aussi différentes formes. On va voir, elle peut s'apolliniser, mais elle est la première manière qu'a l'être humain de extérioriser la force vitale qui est en lui,
en reproduisant, pas en inventant. Pour Nietzsche, on n'invente pas grand-chose. Hein? On reproduit la nature qui se manifeste en nous. On est des artistes, certes, mais on est artistes en tant qu'imitateurs des forces naturelles. Et que si on peut faire de la musique, c'est parce que la nature apollinienne nous le permet. Donc, encore une fois, c'est pas écouter de la musique, ce qui est en soi super apollinien. Quand j'écoute de la musique dans mes écouteurs, dans l'autobus ou n'importe où, je ne suis qu'en moi-même. Et je ne suis le témoin que de l'effet que cette musique fait en moi. Ça n'a rien de dionysiaque. C'est pas une célébration de la vie avec tous ses participants. Tu vis ça tout seul en toi-même, dans ton propre cerveau. Tu subis l'effet de la musique. Ce que veut dire ici Nietzsche avec la musique comme première forme d'art apollo-dionysienne, c'est-à-dire une transformation, une transmutation de cette pulsion vitale en sons qui sont reproduits. Chaque musique est une imitation d'un mouvement de la vie qui bat en nous. C'est merveilleux. Cette musique, quand elle est vraiment la traduction de la vie elle-même qu'on a tous en commun, elle nous fait danser. Et je reviens sur mon exemple là. Dans un endroit noir, il y a des estrades, il y a des gens qui dansent autour du DJ et qui sont enivrés par la musique, tellement qu'ils ne peuvent pas se retenir de danser. Ils sont la manifestation apollinienne de la force dionysienne. Et ça, c'est pas une volonté individuelle. Et c'est justement pour ça qu'on va dans ce genre de fête dansante, pour s'oublier soi-même dans le flux incessant de la vie, la reconnaissant comme étant la source de nous-mêmes. Et non pas, si vous voulez, dans un rapport contrôlant par rapport aux manifestations qu'elle exprime en nous-mêmes. Cette musique qu'on entend, ça c'est peut-être la musique la plus profonde, celle qu'on entend battre. Et quand je l'entends battre en nous-mêmes, en moi-même, et que je la reproduis, et que les autres dansent au même rythme, on est tous les mêmes. Vous voyez, dans une fête dansante, normalement, tout le monde est assez bienveillant avec les uns pour les autres. Il n'y a pas là de combat individualiste à savoir qui est le meilleur danseur. Il arrive que dans l'engouement, il y en a un qui part en vrille et qu'on l'observe de façon magnifique comme étant l'une des manifestations de la même vie qui me fait danser, la même musique qui me porte. Pensez à peut-être plus... il faudrait la voir plutôt comme une fête tribale, si vous voulez. On est là, autour du feu, puis quelqu'un se met à jouer du tam-tam. Et cette reproduction-là, de la vie elle-même, à travers le génie humain, apollinien, est transmis aux autres qui sont eux-mêmes pris dans ce mouvement-là et se mettent à danser de manière frénétique. C'est une manière, si vous voulez, de consolider la communauté humaine en elle-même, la faire vibrer à la source de ce qui la rend possible dans ses différentes formes. Fondamentalement, l'homme est d'abord un musicien qui lui permet d'être danseur.
Et c'est de cette musique, de cette danse, de ce son, de ce mouvement, qu'il se met à avoir des images et qui en parle. Vous voyez, avoir imaginé, je ne sais pas moi, dans un état d'ivresse, dans un état d'extase, en train de danser, il y a des images qui me viennent. Et ces images-là, qui ne sont pas une décision prise en me disant « je veux me rappeler de quelque chose », c'est tout en dansant, tout en étant épris de ce mouvement, là m'apparaissent des images qui souvent sont révélatrices de ce que je suis, mais qui me sont révélées par l'activité auquel je prends part. Et ensuite, on peut aussi en parler. C'est aussi ça, la poésie. C'est pas juste écrire des poèmes qui riment. C'est parler. Et quand on parle de quelque chose, c'est comme, si vous voulez, la dernière forme d'art qu'il nous est possible d'avoir pour conserver quelque chose qui n'est plus là. Je vous parle d'une fête dionysiaque à laquelle j'ai déjà participé. Et ce n'était pas une orgie. On va revenir là-dessus, d'ailleurs. Et le fait que j'en parle, si vous voulez, la réanime un peu ce que j'ai vécu. Mais c'est la seule manière que j'ai encore de le faire revivre. Ou de le faire vivre à quelqu'un d'autre. Ou c'est comme, si vous voulez, quand mon grand-père me raconte ses souvenirs. L'art de la poésie, l'art qui est médiatisé par le code langagier, c'est la dernière forme d'art pour retenir ce qui disparaît dans le temps. D'ailleurs, c'est comme ça que nous est transmise la pensée des anciens. Et de Nietzsche aussi. Nietzsche n'a pas fait un film. Il a écrit des livres. Bon, il a écrit aussi de la musique. C'est pas vraiment grandiose. Mais vous voyez, écrire de la musique, c'est pas d'enfer. Écrire de la musique, c'est déjà une attitude qui est plus proche d'Apollon que de Dionysos. C'est répéter la forme d'un mouvement. C'est pas le vivre dans le moment. C'est ça qu'essaie de démontrer Nietzsche. En montrant que il faut dans l'art se laisser inspirer par la musique que nous fait entendre le mouvement de la vie, jusque dans la poésie, et pas l'inverse. Si vous voulez, l'art s'exprime de la musique à la danse, à la vision, jusqu'à la parole. Et pas l'inverse. Et pourquoi? On va le voir chez les Grecs, un peu plus précisément. Où, en fait, le moment où Descartes, dans l'histoire des Grecs, identifie la rencontre avec Dionysos, d'Apollon et de Dionysos. Vous voyez, les Grecs, et là on parle surtout des Grecs à l'époque d'Homère, le grand poète grec, celui qui raconte les exploits des Grecs, dans des légendes peut-être, dans des mythes sûrement, mais c'est lui qui parle des Grecs aux Grecs. Vous voyez, il y a comme là, chez Homère, un mythe fondateur de ce que c'est qu'un Grec. Chaque peuple, normalement, devrait se construire, chaque communauté, sur le mythe fondateur qui décrit ce qu'ils sont, malgré que les membres de cette communauté-là meurent et naissent constamment.
l'individualité des membres de la communauté est constamment renouvelée, et si justement ces individus demeurent toujours au sein de la même communauté, c'est parce qu'ils se représentent leur vivre ensemble selon la même légende, la même poésie, le même mythe fondateur. Et on pourrait dire que chez Homère, c'est ça qui est resté le plus près de la culture grecque avant la rencontre de Dionysos, un peuple, une civilisation que l'on admire par la qualité de sa forme, de son art, de sa philosophie, de sa poésie. Mais c'était c'est compris là pour Nietzsche comme la fin de cette civilisation, ou le risque de la mort de cette civilisation, en ce sens que les Grecs, à cette époque, n'étaient que rêvants. Ils étaient tous dominés par la force apollinienne et rejetaient, si vous voulez, ou mettaient en forme dans des lois, dans des codes sociaux, dans des catégories sociales, dans des idéologies, dans des mythes, la structure même de cette communauté, sans que nécessairement cette manière de parler du grec soit renouvelée par une vie incessante. C'est l'effet, comme je disais, pour Nietzsche, d'une société qui est en train de mourir. C'est-à-dire une société ou une civilisation qui se referme sur ses propres codes, sur ses propres structures, et qui tente justement de les conserver malgré que les manifestations de la vie concrète de cette communauté vont à l'encontre du cadre qu'il croit éternel et qui, justement, limite les manifestations de la vie. On pourrait dire que Nietzsche, rappelez-vous que Nietzsche est au 19e siècle. Au 19e siècle, les codes sociaux sont très rigides. Regardez juste des films ou les idées romans de cette époque. Tout le monde est habillé pareil. Tout le monde porte la moustache d'une telle ou telle façon. Et on ne se comporte pas en société n'importe comment. Il y a des codes. Et ça, c'est une tendance naturelle, humaine, qui démontre l'effort, si vous voulez, d'une société de survivre dans son idéalisation de ce qu'elle est. La force apollinienne, c'est justement une force qui vise à ne pas mourir. En se représentant les codes sociaux ou les manières de vivre qui sont les nôtres comme relevant d'un monde de Dieu. Vous savez, on ne va pas approfondir ça, même si ce serait intéressant, mais dans la mythologie grecque, les dieux, ils ne sont pas tous gentils. Comme le dit aussi Nietzsche, il n'y a pas de morale dans la vie des dieux. Il n'y a pas de bon contre le méchant. Le bon et le mauvais est divinisé. C'est une idéalisation vraiment de la vie des Grecs, mais projetée dans un monde éternel. Comme si le grec, sa civilisation, ne pouvait pas disparaître parce qu'elle est vécue par des dieux. Oui, c'est pas pour rien que, dit Nietzsche, que les Grecs en sont venus là, si vous voulez, dans la représentation apollinienne d'eux-mêmes, jusque dans la poésie, et en tentant de se maintenir justement, grâce à la poésie, comme une société solide, comme une civilisation supérieure. D'ailleurs,
se considérait supérieur. C'est le propre d'ailleurs de l'homme apollinien, c'est de considérer que le monde dans lequel il se projette, c'est la seule réalité possible. Il y a plein de digressions qu'on pourrait faire ici par une analyse sociologique déjà, mais bon. Mais c'est à ce moment-là, peut-on dire, que Nietzsche identifie la rencontre du grec avec le Dionysos. Le grec formel, le grec sociétal, civilisé, a encore en lui la force de la vie, mais comme vous voyez, elle est minimisée, encadrée, écrasée par des formes idéales. Tandis que, vous voyez, le grec rêvant, il utilisait aussi les arts, mais justement afin d'imiter ses rêves. L'art qui était pratiqué par le grec, homérique, visait à imiter ses rêves dans la poésie et l'art plastique. D'ailleurs, l'héritage qu'on a des Grecs, en général, c'est souvent des sculptures de marbre, des modèles idéalisés du grec, qui solidifiaient dans une figure qui passe à travers le temps et qui se maintient, mais qui n'est pas vivante. Le grec de cette époque a une attitude, dit-il, de majesté dédaigneuse. Il se pense meilleur que l'homme qui n'est pas civilisé, c'est-à-dire que le barbare. Vous savez, pour les Grecs, les barbares, c'était tous les autres qui n'étaient pas grecs, reconnaissant la culture grecque comme le sommet de l'humanité. C'est dans une certaine attitude qu'il voit arriver, si vous voulez, autour de lui des hommes qui ne respectent pas les codes auxquels il se soumet. C'est le grec rêvant, un grec qui porte un voile, c'est-à-dire qui enferme sa vie dans des codes pour ne pas voir la fatalité où le mène la mort de lui-même et de sa civilisation. Si vous voulez suivre des codes, être mesuré, contrôler ses émotions, suivre les lois, c'est ce qui était représenté comme l'humain suprême. Mais cette attitude apollinienne, dirait Nietzsche, est là pour voiler la réalité vitale et la réalité, j'allais dire la réalité réelle. Le fait que même si on suit ces codes, même si la civilisation grecque me survit, même si moi, je vais mourir comme individu participant à cette civilisation, à moins que je fasse comme les dieux et que je tente par des actes héroïques, d'atteindre ce niveau d'idéalisation. Rappelez-vous que les dieux, ils ne meurent pas. C'est pour ça que Nietzsche voit dans cette attitude de comprendre notre vie d'ici-bas comme la manifestation de l'Olympe, comme la reproduction chez les hommes d'un monde supérieur qui, lui, demeure toujours le même, une manière de se consoler de la mort. Et en cherchant à être héroïque, en cherchant à poser des actes qui viennent démontrer la ferveur ou son adhérence à ces divinités-là, il espère aussi demeurer dans ce récit qu'on fait de ce que c'est qu'un grec.
il se projette lui-même dans la vie des dieux. Tandis que le grec dionysien, faites attention, c'est pas un barbare comme on peut s'y l'imaginer, là. C'est un grec. Et ça, c'est ça le génie des Grecs, dit Nietzsche. C'est que le grec rêveur accueille le grec dionysien et qui va lui permettre de revitaliser sa civilisation. Et le grec dionysien, c'est pas un sauvage. C'est un grec, déjà. C'est pas un barbare. C'est pas seulement un homme dionysien. C'est un grec dionysien. Donc, un homme dionysien, quelqu'un qui est dirigé par les forces naturelles, sans code sociétal, sans morale, sans loi, qui est devenu grec. Voilà, c'est comme une immigration. Le grec qui vivait dans la complaisance et dans la contemplation des propres formes qui assurent sa survie, jusqu'à les idéaliser dans un monde divin, qui en est le reflet, accueille l'homme dionysien au sein de sa société. Dans toute cette structure civilisationnelle, il fait entrer, si vous voulez, Dionysos, mais pas. Si je dis qu'il est un grec, c'est parce qu'il n'est pas purement dionysien. Si vous voulez, imaginons-nous le grec comme étant une ville fortifiée. Imaginons une ville fortifiée qui est menacée de toutes parts par les barbares. Au lieu de les rejeter, le grec, peut-être dans la reconnaissance de sa faiblesse, peut-être attaqué de toutes parts, a plutôt ouvert les portes et a laissé pénétrer en son sein, comme je disais, l'homme dionysien. Toujours étant dirigé ou dominé par la pulsion apollinienne, le grec rêvant, ou comme le dit Nietzsche, Apollon arrache des mains de Dionysos les armes meurtrières pour le laisser entrer chez lui. Ça, c'est fantastique. Dans le fond, ce qu'il dit Nietzsche, c'est qu'il y a là une civilisation très formalisée qui accueille en son sein des gens non civilisés à la condition de renoncer à la violence. Peut-être ça, le fondement social. Dire non à la violence mutuelle entre les hommes. Donc le dionysien, l'homme dionysien, qui est lui dominé par les forces naturelles en lui, on pourrait dire dominé par ses émotions, en rentrant dans la civilisation grecque, renonce à toute manifestation violente de ces formes de vie en lui, de cette force de vie en lui. Donc, vous voyez, le grec dionysien, c'est un homme dionysien qui renonce au meurtre, au viol, à la violence envers ces gens, ou entre eux et envers ceux qui l'accueillent dans leur civilisation. Ça reste un homme qui est dominé par l'émotion, plus que par la forme, mais un homme non violent. Il n'est pas donc une manifestation sauvage et bestiale de la nature. Et les fêtes grecques dionysiennes, nous dit Nietzsche, et je pense qu'on peut le croire parce que c'est un vrai chercheur, c'est pas des orgies débridées, c'est surtout des fêtes thérapeutiques qui nous permettent de se transfigurer, et on le verra un peu plus dans le module C, se transfigurer grâce à la tragédie grecque. Ce sont des fêtes qui, il appelle rédemptrices, qui nous permettent justement d'oublier
le monde de tous les jours dans lequel on est enfermé dans nos codes et dans nos idéaux. Ça, c'est comme, je sais pas, c'est par exemple, dans l'autobus, tu parles pas à quelqu'un qui sent mauvais, ou qui est mal habillé, ou qui a l'air d'un itinérant. C'est, déjà, on le juge, déjà, on le voit. Hein? On le juge par rapport à ce qu'on est, parce qu'on a, par rapport à ce à quoi on appartient. Moi, je suis professeur, vous comprenez? Et il y a, avec tous ces codes, ces catégories, ces stratifications sociales, hein, une espèce de lourdeur aussi, hein, dans laquelle je me sens enfermé. Et les fêtes dionysiennes permettaient justement, comme quand on va danser toute une nuit, d'oublier et d'apaiser, hein, les souffrances encourues par ce monde réel. C'est celui, le grec dionysien, c'est celui qui, au contact du grec rêvant ou du grec homérique, hein, voit son propre état dans des visions symboliques. C'est comme si, après la fête, Apollon s'était approché de Dionysos et en lui mettant la main sur la tête, a commencé à le faire rêver. Il en reste un disciple dionysien, mais la manifestation de la vie en lui, si vous voulez, elle est médiatisée grâce à Apollon dans les formes d'art. Donc, c'est ça une vision symbolique, hein? Avoir des visions d'une image de ce qu'on est en train de vivre. Et de cette façon-là, l'homme dionysien qui rencontre les Grecs et devient ainsi un Grec dionysien n'est plus seulement une œuvre d'art comme on l'a défini au début, hein, en tant que pur homme dionysien, mais il devient lui-même un artiste, mais un artiste qui n'imite pas ce qu'il connaît déjà, mais un artiste qui imite les manifestations en lui de la vie, de l'œil primordial, à travers principalement la musique et la danse. Concentrons-nous sur la musique et voyons la différence. Il y a une musique apollinienne, hein, mais c'est une musique qui part de la poésie, hein, qui a comme base, si vous voulez, une impulsion apollinienne qui est la poésie et qui, elle-même, provoque en nous des images jusqu'à nous faire danser ou nous faire agir suivant une certaine chorégraphie, hein, jusqu'à nous faire entendre une musique qui, en fait, elle, n'est là non pas pour représenter la vie, mais pour représenter les impressions du rêve. Elle est construite, cette musique apollinienne, à partir d'en haut, si vous voulez, suivant toute une architectonique sonore. Elle a des sons qui sont fixés d'avance, des battements, des rythmes cadencés. Voilà, c'est une musique qui se traduit particulièrement dans l'écriture de partitions. Une musique qui est répétée constamment pour se faire voir des images préétablies de ce que le grec rêvant était. C'est quand même de la musique, mais une musique qui est dominée par la puissance apollinienne, la force apollinienne. Tandis qu'une musique dionysienne, qui est en fait pour Nietzsche l'origine même de la musique, hein, elle vient d'une reproduction du mouvement de la vie, qui lui nous fait danser jusqu'à nous apporter des visions
et à nous faire parler. Vous voyez, je reviens là, c'est une répétition, mais c'est la musique dionysienne là que défend Nietzsche. Par la rencontre de Apollon et Dionysos, au sein même de la Grèce antique, les Grecs homériques ont revitalisé leur structure sociale en y accueillant, si vous voulez, la vie elle-même. L'homme dionysien, renonçant à la violence et s'exprimant dans des formes d'art, revitalise même la civilisation grecque jusqu'à lui donner un nouveau souffle, une nouvelle manière de s'exprimer, ou on pourrait dire une nouvelle manière de se reproduire lui-même, plus près de la vie que du rêve. La musique dionysienne, elle est l'exaltation vitale de toutes ces facultés symboliques que représente la musique, la danse, les arts visuels ou la poésie. Il est le ressentiment et l'expression de nouveaux sentiments, des sentiments qui nous surprennent, et souvent des sentiments que peut-être on ne contrôle pas, mais qui nous arrivent. C'est pour ça que ça revitalise le code social. C'est aussi un accroissement. On remarque que dans la musique dionysienne, le rythme est plus rapide, la dynamique, l'harmonie est plus importante. C'est pas juste une petite mélodie qui est scandée et répétée pour faire apparaître une image d'un rêve à répétition. C'est une musique qui est inspirée bien plus de la vie. À condition, nous dit Nietzsche, d'avoir atteint dans l'ivresse le plus haut degré de renoncement de soi, laissant ainsi se manifester la vie dans les formes artistiques. Vous voyez, la première chose pour être un artiste dionysien, c'est de renoncer à son individualité et se laisser prendre par le mouvement qui survient en nous pour le laisser s'exprimer dans toutes les formes d'art, plutôt que de mettre en forme l'expression artistique à partir d'une idée ou d'une image préconçue. En gros, on pourrait dire que cet artiste, Apollo dionysien, inspiré du mouvement de la vie dans ses expressions artistiques, il s'incarne dans ce qu'il appelle le poète lyrique ou la chanson populaire. Ouais, c'est ça qui fait aussi le succès, même aujourd'hui, de la chanson populaire. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui, avec sa guitare, ressent un certain mouvement de la vie, le met simplement, tente de le reproduire à travers la musique, et il met des paroles. Et un succès fou. On pourrait dire, là, il dit quelque chose qui est ressenti par tous. C'est pas une chanson qui vient éduquer, si vous voulez, la vie à un certain code. Mais c'est plutôt une chanson qui révèle la vie elle-même du peuple. En ce sens-là, l'artiste, le chanteur populaire, c'est un artiste autant subjectif qu'objectif, dans le sens où c'est bien la manifestation de la vie elle-même qui passe à travers ses forces symboliques, mais c'est pas son imagination qui crée cette œuvre artistique, mais bien la vie elle-même, qui passe à travers un individu pour parler de la vie de tous.